Alors, c'est l'avant-dernière session. Nous accueillons Brigitte Brock et Henri Baviera. Donc, Brigitte est originaire de Gironde. Depuis 1998, vous avez élu domicile dans l'arrière-pays grassois. Et de votre enfance passée à proximité de l'océan, vous avez gardé un goût marqué pour l'horizon des grands espaces. Vous écrivez d'ailleurs à propos de vous-même, le grand large des mots l'appelle. Vous avez travaillé dans la traduction, l'enseignement, l'audiovisuel, mais vous vous consacrez désormais à l'écriture. Vous appréciez particulièrement aller à la rencontre des autres pour échanger par le biais d'ateliers d'écriture, par le dialogue, mais aussi dans des livres d'artistes et des expositions avec des plasticiens, des photographes, des calligraphes, ou même avec des musiciens, des danseurs et d'autres poètes dans le cadre de récitals. Vous venez de publier un ouvrage en commun d'ailleurs avec Peter Claesen. Vous trouvez essentielle l'oralité de la poésie, et c'est votre métier, et vous rejoignez en ce sens Léo Ferré qui a écrit « La poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique ». Ok. Très bien. Oui, non, Brigitte Brock, on se connaît depuis un moment et moi je trouve que vous faites le plus beau métier du monde. Poète, il y a quand même pas mieux. Hein. Voilà. Donc vous êtes un grand poète, hein, bien connu dans notre région et même à l'extérieur. Et si vous avez accepté de venir aujourd'hui participer à cette journée, c'est que le sujet vous intéresse. Alors je vous pose la question, Brigitte, est-ce que ce monde est sérieux ? Alors pas vraiment, parce que si l'on se réfère notamment à ce que nous avons entendu et qui a été développé par M. Ménès tout à l'heure concernant les aires marines, apparemment c'est un petit peu le bazar. Ça fait penser à des poupées gigones, vous savez, où ça rentre les unes dans les autres comme ça, et on ne sait plus trop, les pêcheurs notamment, ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, il n'est pas vraiment sérieux. Mais en même temps, c'est bien peut-être de ne pas se prendre au sérieux et d'avoir comme ça de la fantaisie, il me semble. Quels sont vos thèmes favoris, Brigitte ? Alors, mes thèmes favoris, il faut dire que l'enfance apporte beaucoup et on est vraiment formé par ce que l'on a vécu lorsqu'on est enfant. Donc moi, je viens de la façade atlantique et notamment mes ancêtres viennent du pays du Périgord noir. Donc, toute mon enfance, j'ai entendu des récits concernant la préhistoire, les grottes ornées. Et donc, je pense que ça vient de là. Je suis très concernée par tout ce qui s'est passé avant. Et bien évidemment, je n'ai pas une attitude scientifique par rapport à cela, mais je suis fascinée lorsque je découvre des documentaires à ce propos, lorsque je lis des ouvrages. Et j'ai pas mal de textes que je ne dirai pas ce soir parce qu'ils sont trop longs, mais je suis fascinée par cela. Donc il y a un petit peu ces débuts. J'ai toujours envie de savoir quel fut le premier mot, quel fut le premier geste. Et d'autre part, la nature. Alors la nature, ça remonte aussi à l'enfance. J'ai un père qui m'amenait me promener, donc soit le long du littoral atlantique, sur les plages océanes, qui sont merveilleuses, ou bien dans la campagne. L'entre-deux-mers, chez nous, c'est pas entre deux mers, mais c'est entre deux fleuves, la Dordogne et la Garonne. Et à chaque fois, il me disait, est-ce que tu veux que je t'explique où nous nous trouvons ou bien tu veux que je te dise de belles choses ? J'étais vraiment toute petite. Alors moi, papa, des belles choses. Et en fait, il me récitait par cœur avec une voix magnifique des poèmes de Verlaine, de Le Comte de Lille, de Victor Hugo. Et donc, pour moi, ça peut s'entendre, je pense, dans des poèmes que j'ai écrits. De la façon la plus naturelle du monde, se sont mêlés des éléments naturels avec des éléments du langage. Parce qu'à un moment donné, il y avait un oiseau qui se posait au sommet d'une branche, et là, tout d'un coup, j'entendais un mot qui me plaisait particulièrement, et j'associais ces deux éléments. L'oiseau qui s'envolait et le mot qui se posait sur mon cœur. Et donc, de façon tout à fait naturelle, je mélange ces deux éléments. Voilà. Donc, il y a la nature aussi. Bon, nous sommes un peu en retard. Donc oui. Non, c'est la raison pour laquelle on va écourter. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, nous sommes un petit peu en retard. Mais c'était tellement agréable, monsieur Cyrulnik, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voulez nous dire quelques-uns de vos poèmes, Brigitte ? D'accord. Et après, on écoutera monsieur Baviera qui va nous parler aussi de son métier d'artiste, grand talent. Alors,
Comme nous sommes censés, Henri et moi, parler de la beauté, je vais vous dire un texte, mais je pense que vous expliquer la jeunesse de ce texte, c'est important. J'ai une amie peintre qui est une toute petite bonne femme blonde avec de très longs cheveux. Et un jour, elle me dit « J'ai terminé mon tableau, donc je me rends chez elle pour le voir. » Et ce tableau, finalement, je ne l'ai jamais vu. À la place, j'ai vu Maurice Ravel, qui était un énorme cheval pur sang, qu'elle a commencé à faire travailler à l'école espagnole, à mode école espagnole, donc c'était fabuleux. Et il faut dire que c'était en fin de journée, un soir d'été, et tout d'un coup, elle vient vers moi, elle me dit « Voilà, Brigitte, il faut que je fasse galoper Maurice Ravel. Est-ce que tu m'y autorises ?» Alors, je lui dis « Oui, d'accord. » Et ça a été vraiment la beauté à l'état pur. Ce que j'ai vécu là, ce que j'ai ressenti là, c'était mieux qu'un tableau, je crois. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, voilà le texte qui est venu. Le vent du nord, naseau fumant, encolure d'ébène. Le vent du nord, lapidaire et tonitruant. Sur la lande frottée de cinglantes poussières, il dévale et galope, et sa croupe indocile ondoie parmi les herbes. Et tirée de toute sa blondeur, sur ce grand corps de bête, une femme saupoudrée de brume, écarlate le jour. Éblouissant le sillon qu'elle trace de cuir et d'écume dans l'air tremblé du soir. Le sillon d'une parole dont elle seule s'est couvée les racines. Et les reins de la femme, soudés aux reins de l'animal, rutiles et s'embrasent, ouvrant sur leur passage l'horizon ébahi. Pluie d'étoiles, hennissement rouge, la parole enfantée libère sa foudre. Leur cri, pleine et lisse, et roule, baignée de sueur, dans les draps fins du ciel. Crinière de miel, crinière d'ébène, flotte et se mêle, exactement là où le ciel parle à la terre. Je peux en dire encore 2 ou 3 ? Tu es la bienvenue, l'embellie. Tu es celle qu'on n'attendait plus. Combien de corps as-tu habité avant de reverdir ici et maintenant ? Combien de pleurs as-tu séché pour que sourde aujourd'hui ton sourire ébloui ? Souviens-toi, ce jardin sous la neige, ce fleuve aux multiples reflets, cette aile déployée, furent un jour ta chair et ton sang. Tu as appris la verte leçon des arbres, la patience de l'étoile, et leurs lèvres sagaces jamais plus n'oublieront. Tu écartes ombres et doutes, épines et questions. Tu poses ton front sur l'eau et la terre mutilée, et ton geste est onguant, délivrance espérée. Ô femme, berce nos bouches bafouées, sois le creuset des mondes à venir, disperse aux 4 vents les paroles précaires, mûris le présent, apaise le passé, ce qui subsiste en toi est notre éternité. Oui. Alors, espérer encore, espérer malgré. S'emparer de la lumière comme d'un gouvernail et appareiller pour l'autre. Nous avons tellement besoin d'une grande fenêtre, de mots évasés, de gestes scintillants. Quand la ronde s'allume, nous sommes tous là, à éparpiller les doutes, à tamiser la nuit. D'innombrables ressacs battent sous nos paupières. Avant et après sont enfin lisibles. Maintenant, n'est-ce pas ? Maintenant, nous unit. Je vous remercie. Bonsoir. Donc un grand merci tout d'abord à Janie
Plessis, parce que bon, j'étais très touché par ce colloque avec sa diversité, sa pluralité de connaissances qui sont extraordinaires. Et on ne peut pas être autrement que touché par ça. Alors, d'autant plus que... Alors, il se trouve qu'à quelques jours de là, c'est-à-dire que nous avons, ma femme et moi, rassemblé des artistes sur un terrain qui fait 2 hectares environ, pour justement faire une sorte de transversalité des arts, de toutes disciplines. Il y avait des poètes, donc Brigitte, il y avait des écrivains, des musiciens, des peintres, des graveurs, etc. Et ça a été 3 jours extraordinaires. Et je les mets un petit peu en parallèle avec ce colloque où justement il y a une transversalité de connaissances qui me touche beaucoup. Parce que c'est une notion qui me semble importante aujourd'hui. C'est d'unir, plutôt que désunir, c'est de unir les connaissances et de travailler ensemble vers un avenir que nous souhaitons, bien entendu, collectivement tous meilleur, quoi. Voilà. Donc, alors, bon, mon parcours est un peu long, quoi, bien entendu, parce que alors, grâce à ma date de naissance, j'ai eu le privilège de connaître la vie paysanne d'avant l'occupation, et qui était une vie extraordinaire, puis par le simple fait que personne à l'époque ne parlait d'écologie, mais qu'en fait, l'écologie était partout. Parce qu'il y avait encore des bourricots, des ânes, etc. Et il y avait très peu de voitures. Donc je veux dire que là-bas, le carbone n'était pas tout à fait à l'ordre du jour pour la pollution à l'époque. Enfin, bon, voilà. Bon, ça, c'est une aparté. Mais de cette époque-là a découlé, si vous voulez, tout mon parcours de peintre. Parce que dès ce moment-là, j'ai eu un contact assez intime avec le vivant, avec la nature. Et ça a toujours été un mystère pour moi, parce que je me suis posé des questions. Quand on est curieux de la nature, eh ben voilà, on se pose des questions. Et donc, de fil en aiguille, j'ai appliqué ces questions, ces réflexions, ces interrogations dans ma peinture. Et donc, j'ai commencé par des travaux qui n'étaient pas du tout courants à l'époque, où je voulais peindre justement ce côté minéral qui existait autour de nous. Enfin, surtout à l'époque, c'était à Saint-Paul-de-Vence, donc j'étais très proche du col de Vence, où il y a des pierres extraordinaires. Et là, j'ai fait beaucoup de dessins, beaucoup de peintures à travers ces pierres qui étaient extraordinairement pittoresques et particulières. Et je me suis aperçu que dans cet univers tout à fait minéral et austère, et on se demandait pourquoi la vie pouvait pousser là-dedans, eh bien justement, il y avait des plantes, des herbes, de toutes sortes d'arbustes qui parvenaient à pousser à travers ces roches. Ça m'avait beaucoup intrigué. Donc voilà, enfin, c'est un point de départ important et qui n'a cessé de me questionner tout le long de mon parcours de peintre. Voilà, alors j'ai préparé un petit texte. Alors comme j'ai une mémoire qui est assez capricieuse, j'ai passé à l'écrit pour mieux, voilà, pour ne pas me perdre. Alors, ça s'intitule « Une goutte d'eau dans la mer ». C'est pas beaucoup, hein. Très jeune, il m'a été donné de m'approcher et de voir ce grand tout universel, avec une curiosité qui, en final, questionne plus qu'elle n'instruit, mais qui demeure, jusqu'aujourd'hui, une énigme qui retient mon esprit et mes réflexions tout le temps. La peinture et la gravure, disciplines offrant de vastes possibilités inventives, m'ont fourni les moyens pratiques pour m'exprimer, tout au moins partiellement, sur cette vision des choses au cours des années suivantes. Lorsque je m'immerge dans l'observation de la nature au sens large, celle-ci n'a jamais cessé de me passionner. Mon regard libre et sans préjugés m'a apporté l'ouverture que je pressentais et dont j'avais besoin.
néanmoins avec la conscience de n'être qu'au balbutiement de ce que l'on connaît d'elle. Il y a une image singulière de notre Terre que je ne cesse d'avoir à l'esprit. C'est sa peau, plus mince que celle d'une pomme, c'est-à-dire la couche vivante qui entoure le globe, seulement de quelques dizaines de mètres d'épaisseur, et qui est précisément celle où nous vivons, celle qui nous nourrit, ainsi que la faune et la flore. Elle est fragile, plus facile à détruire qu'à soigner. Pourtant, cette mince couche abrite des milliards d'espèces vivantes et de merveilles foisonnantes. Bien sûr, il y a certainement plus à apprendre aujourd'hui dans les replis insondables du vivant que dans les savoirs acquis depuis des siècles, simplement parce que ces connaissances ont été la plupart du temps inspirées par des préoccupations d'ordre anthropocentrique où la nature était considérée essentiellement comme ressource. Sachant bien que dans bien des cas au cours de l'histoire, les priorités de survie ont souvent occulté les autres réflexions. Mais aujourd'hui, parler du milieu vivant, c'est aussi parler de l'humanité dont elle est partie intégrante. C'est dans ce rapport que se joue un face-à-face urgent et crucial pour l'équilibre de ce grand tout, à propos duquel, comme tant d'autres, je suis particulièrement sensible. L'aventure humaine, par nature, se poursuit depuis l'aube des temps avec ses avancées, ses reculs, ses prouesses et ses absurdités. Mais l'heure nous interpelle dans une question capitale. Quel futur pour cette humanité ? Si nous regardons un peu dans le rétroviseur de l'histoire, nous voyons que l'apparition des premiers outils visait à l'origine à affranchir l'homme de ses servitudes ordinaires et pour sa survie. Mais progressivement, l'outil s'est perfectionné jusqu'aujourd'hui à un point tel que l'avancée fulgurante des technologies et des savoirs a largement dépassé ce but. Par les développements incontrôlables de ces derniers siècles, la séduction technologique opère de plus en plus sur une population grandissante, avec ses avantages réels pour celle-ci, mais avec une production toujours plus artificielle, apparaît l'envers de la médaille, dont le risque de perdre un contact plus coopératif et plus intime avec le monde vivant auquel nous appartenons et dont nous dépendons. Mais c'est au contraire, aujourd'hui, de ces productions dont nous dépendons. Alors, sans le secours d'une philosophie et d'une éthique plus sagement appropriée, la haute technologie pourrait bien demain soumettre l'homme au lieu de le servir. Le défi est à une échelle d'une disproportion évidente. Pourtant, je suis convaincu que l'art, dans son approche intuitive, a un rôle important à jouer d'une toute autre dimension dans cette recherche d'harmonie. Le souci de mon travail et de mes préoccupations est de traduire ce langage par l'image directement, sans le contrôle de la rationalité, sans l'occulter, mais pour la dépasser. Lorsque je vois l'impressionnante vitalité inventive et la capacité d'innovation des organismes vivants dans leur adaptation aux conditions du milieu et aux mille épreuves pour survivre, c'est tout simplement génial. Ce qui laisse entendre qu'une intelligence interne du vivant est à l'œuvre dans ses inventions. Le système est un peu compliqué. Comment alors
ne pas être émerveillé, comment ne pas tout faire pour protéger cette richesse et s'en inspirer plutôt que de l'ignorer, sachant qu'une immense partie de cette diversité nous est encore inconnue, on mesure à quel point nous en sommes éloignés. Dans sa globalité, toute espèce confondue, quelle sorte d'énergie le milieu vivant développe-t-il? Elle ne se compte pas en mégawatts et n'existe donc pas dans nos grilles de valeurs. Par exemple, quelle énergie représente la croissance d'un arbre pendant une année? Quelle énergie faudrait-il pour labourer et vitaliser les milliards de mètres cubes de terre comme le font les vers de terre? Quelle est la force musculaire d'une colonie de fourmis ou d'abeilles? Toutes ces interrogations me font prendre une posture d'esprit en porte-à-faux avec les valeurs dominantes. Puiser dans les beautés du monde pour cultiver l'esprit et générer une qualité de pensée plus apte à établir des rapports d'empathie, d'échange et de paix entre nos semblables, mais aussi en parallèle avec tout le vivant au sein duquel nous existons. Depuis quelques années, une grande partie du milieu culturel et artistique s'est impliquée dans une démarche allant dans ce sens. L'idée qu'une posture plus respectueuse entre l'homme et le vivant puisse être encouragée par l'art est un moteur largement motivant pour aller au bout de ce chemin, commencé personnellement il y a bien longtemps. Pardon, ça va. C'est pour moi une vaste tâche plus vivifiante que coûteuse et qui me procure beaucoup de joie. Mais concrètement, allez-vous dire, comment poursuivez-vous cette aventure? Alors, c'est avant tout par l'observation de tout ce qui touche le milieu vivant, dans toutes ses phases évolutives, dans sa diversité, ses implications, que je mémorise, note, dessine au moindre détail, jusqu'à former la matière de base de mon imaginaire, qui va ensuite s'intégrer librement dans mes compositions, peintures et tout autre mode d'évocation. C'est en fait une lente pratique en immersion aux sources de la diversité des éléments. Et enfin, le lâcher-prise opère, et là, plus rien à dire, seulement peindre, peindre et peindre. Ce qui en résulte est une peinture de composition libre, où sont évoqués les corps vivants en interaction dans des formes en mouvement, rappelant le monde tellurique dans lequel évolue la vie. Chaque toile est donc une aventure unique à laquelle je confie la charge d'ensemencer les yeux et le cœur afin que se forme un meilleur respect du monde et de nous-mêmes, telle une goutte d'eau jetée à la mer pour donner une chance à cette approche utopique d'orienter notre regard vers des horizons plus apaisés. Merci.